من الرسومة. نعاود منها اسمها نعاود. C'est bon? Oui, c'est bon, on peut commencer. On peut commencer. On peut commencer. S'il y a un problème, on me détourne. Oui. Donc on commence. Oui. Donc on est arrivé à la physiopathologie. Ouais. Donc, bon, pour l'insuffisance mitrale, vous avez deux formes. Vous avez la forme aiguë et on a la forme chronique. Donc, la forme aiguë, c'est un tableau qui se constitue rapidement, brutalement. Quelques jours ou quelques semaines, vous aurez le tableau d'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale chronique, c'est un tableau qui est lent. La constitution est lente de plusieurs mois, voire même plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Donc la physiopathe, la clinique, les étiologies, le traitement sont différents en fonction de la forme aiguë ou bien chronique. Donc on va commencer par la physiopathologie de l'insuffisance mitrale chronique. Dans le cas chronique, vous avez des conséquences en amont et des conséquences en aval. Quelles sont les conséquences en amont? Donc là, le ventricule gauche, là, la valve mitrale, l'oreillette gauche. Donc en amont de la fuite, c'est l'oreillette gauche, la circulation pulmonaire. C'est la circulation pulmonaire. L'aval de la fuite, c'est le ventricule gauche et la circulation systémique. L'aorte et la circulation systémique. Donc les conséquences en amont. Quand il y a une fuite, quand il y a une fuite mitrale, donc l'oreillette gauche reçoit une double quantité de liquide, qui est le retour veineux pulmonaire, d'une part, plus le sang qui est régurgité vers l'oreillette gauche. Donc, la première conséquence, c'est l'hyperpression au niveau de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle sera dilatée parce que la pression, elle est élevée. La pression, elle est élevée parce qu'elle reçoit une double quantité de liquide. Le retour veineux pulmonaire plus le sang régurgité. Donc, elle sera dilatée. L'oreillette gauche sera dilatée. La dilatation de l'oreillette gauche est un mécanisme de compensation. C'est le principal mécanisme de compensation. Parce que c'est cette cavité-là qui va retenir les liquides à l'intérieur de l'oreillette gauche. Elle va empêcher le liquide d'aller vers les veines ou les capillaires pulmonaires. Mais cette dilatation de l'oreillette gauche expose à deux principales complications. Vous avez les troubles du rythme, notamment la CFA. L'oreille gauche, quand elle est dilatée, elle va être exposée à des troubles du rythme, notamment la CFA. Et vous avez les thrombus. Donc, le sang, quand il est stagné, le sang, quand il se stagne à l'intérieur de l'oreillette gauche, on aura la possibilité de formation de thrombus, de thrombie. Les thromboses au niveau de l'oreillette gauche, des fragments peuvent se détacher et on aura des emboles. Donc, le fragment, il va partir vers le ventricule gauche, ensuite vers les troncs supra-aortiques ou bien vers les membres inférieurs, donc possibilité de voir des AVC, des AIT ou bien une ischémie aiguë des membres. Donc ça, c'est la dilatation de l'oreillette gauche. Une fois l'oreillette gauche qui est dilatée n'arrive pas à maintenir la pression à son niveau, on aura une hyperpression au niveau des veines. Donc, hyperpression veineuse pulmonaire. Ensuite, hyperpression au niveau des capillaires. Donc, hyperpression au niveau des capillaires. Donc, au niveau des capillaires, je vous ai dit qu'il y a deux types de pression. Il y a la pression qui retient le liquide à l'intérieur des vaisseaux, c'est la pression oncotique. Elle est égale à 28 mm de mercure. C'est les protéines qui retiennent le liquide, le sang, à l'intérieur des capillaires. Et vous avez la pression du liquide lui-même. Le liquide, il a tendance à sortir. C'est la pression hydrostatique. À l'état normal, la pression hydrostatique est inférieure à 12. Quand tout est normal, le cœur gauche, la pression hydrostatique est inférieure à 12. Elle est très loin de la pression oncotique de 28. C'est pour ça que le liquide reste à l'intérieur des capillaires. Mais si vous avez une hyperpression au niveau des capillaires, la pression hydrostatique, elle va s'élever. Elle va augmenter, elle va donc dépasser les 12, ensuite elle va arriver à 28 et elle dépasse les 28 mm de mercure. Donc elle va dépasser la pression oncotique. Une fois elle dépasse la pression oncotique,
le liquide va sortir vers le système interstitiel, ensuite vers les alvéoles, et on aura une inondation alvéolaire, c'est l'œdème aigu du poumon. Ça, c'est le tableau d'insuffisance cardiaque gauche, parce que quand le sang il est en excès, les capillaires, quand le sang il est en excès, l'oxygène il est en quantité normale, c'est à ce niveau-là qu'il y aura des échanges. L'oxygène en quantité normale, le sang en quantité excessive, on aura une mauvaise oxygénation. Parce que vous avez une quantité X d'oxygène pour une quantité Y importante de sang. On aura une mauvaise oxygénation, donc une hypoxie. Cette hypoxie, c'est elle qui va entraîner la dyspnée, des fois l'asthénie, la fatigue. Et c'est ça le tableau d'insuffisance cardiaque gauche. Une fois la pression est élevée à ce niveau-là, ensuite elle va continuer toujours en amont. Elle arrive au niveau de l'artère. Donc elle va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire. C'est l'HTAP ou l'HTAP. Hypertension artérielle pulmonaire. D'abord, elle est passive. Passive post-capillaire. Ça veut dire qu'elle vient de l'hyperpression à ce niveau. C'est l'hyperpression à ce niveau-là qui a entraîné l'hyperpression au niveau de l'artère. Elle est passive, elle est due uniquement à l'excès de liquide. Au début, c'est uniquement l'excès de liquide qui va entraîner une augmentation de la pression au niveau de l'artère. Mais ensuite, l'artère elle est dotée d'un mécanisme de lutte contre l'excès de liquide. Son mécanisme de lutte, c'est quoi? C'est la vasoconstriction. On aura une vasoconstriction de la paroi. La paroi va se contracter, on aura une vasoconstriction. Cette vasoconstriction va entraîner une HTAP active parce que c'est la vasoconstriction, mais passive, mais liquide, ça c'est active. Elle n'est pas post-capillaire, elle est pré-capillaire. Elle est pré-capillaire parce que l'origine de l'artère. HTAP active, elle est pré-capillaire. L'HTAP passive, elle est post-capillaire. Cette HTAP active, quand il y a une élévation très importante de la pression à ce niveau-là, elle aura deux conséquences. La première conséquence bénéfique, c'est qu'elle va empêcher le liquide d'arriver à ce niveau. Donc, elle va diminuer les accès d'OAP, parce que le liquide est au niveau de l'oreillette gauche. Et la conséquence délétère, terminale d'ailleurs, la conséquence terminale, c'est que cet HTAP, quand on aura une vasoconstriction, c'est un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Le ventricule droit, il va éjecter contre un obstacle. Il va trouver un obstacle à son éjection. Il va se dilater. On aura une dilatation du ventricule droit. Et c'est le tableau d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance ventriculaire droite. Cette évolution-là, hyperpression OG, hyperpression au niveau des veines, hyperpression capillaire, HTAP passive, HTAP active, insuffisance cardiaque droite, c'est l'évolution typique de toutes les cardiopathies gauche. C'est la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque gauche. Elle n'est pas spécifique à l'insuffisance mitrale. Donc, si vous traitez le malade avant d'arriver au stade d'HTAP active, tout va rentrer dans l'ordre, mais une fois arrivé au stade d'HTAP active irréversible, généralement, l'intervention chirurgicale n'est pas indiquée. Donc là, c'est pour les conséquences en amont. Pardon, c'est les répercussions en amont, ce n'est pas les répercussions en aval. Quelles sont les répercussions en aval? En aval, ça veut dire sur le ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche lui-même sera dilaté. Pourquoi il sera dilaté? C'est la conséquence de la fuite. Là où le ventricule gauche, il va éjecter dans la haute et il va éjecter une partie au niveau de l'oreillette gauche. Le prochain cycle, quand la valve mitrale s'ouvre, l'oreillette gauche, elle va déverser tout son contenu vers le ventricule gauche. Et le contenu déversé, il sera plus important parce qu'il fait le retour vers le pulmonaire, il fait le sang régurgité. C'est pour ça que le ventricule gauche lui-même, il sera surchargé. Il va surcharger sa propre cavité. En éjectant l'oreillette gauche, il va recevoir la quantité régurgitée plus la quantité du retour veineux. Donc lui-même, il sera surchargé, il va être dilaté. C'est la conséquence directe de la fuite, la dilatation du ventricule gauche. Et cette dilatation, c'est également sahia, c'est la conséquence. En même temps, c'est le principal mécanisme d'adaptation. Pourquoi? Parce que une fois le ventricule gauche dilaté, il aura une force contractile importante, plus élevée. Selon la loi de Frank-Starling, plus les fibres sont étirées, plus la force de contraction sera importante. Donc, au lieu, par exemple, d'éjecter 100, par exemple, il va éjecter 120. Et ça tombe bien. Au lieu, à l'état normal, il éjecte 100. Les 100 passent dans la haute. Il va éjecter 120. 100 vont passer dans la haute. Donc, il maintient le débit là. Et les 20
vont passer au niveau de l'oreillette gauche. C'est un mécanisme d'adaptation. Mais malheureusement, c'est le principal mécanisme délétère. C'est le principal mécanisme qui va aggraver la fuite. Parce que si le ventricule gauche, il se dilate, hein, ouais, il s'est dilaté, il a éjecté son valve. Mais en se dilatant comme ça, chauffe-eau qui veut qu'il s'est dilaté. En se dilatant comme ça, il va écarter les valves. Il va les valves. Donc, il va aggraver la fuite. La fuite liquide va. Ouais, il a éjecté son valve. La fuite liquide va. Il se dilate et tous les 30. Donc, une fois elle est devenue 30, il faut éjecter 130. Pour éjecter 130, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une dilatation encore plus importante. En se dilatant encore plus, il arrive à éjecter 130. Mais il va aggraver la fuite des 30, ou les 40, et ainsi de suite. Plus la fuite s'aggrave, plus le VG se dilate, plus il va compenser momentanément la fuite, mais il va aggraver. Parce qu'il va écarter la valve et il va aggraver la fuite. C'est pour ça qu'on parle d'une maladie auto-entretenue. Surcharge volumique, dilatation du VG. La dilatation du VG va augmenter le volume d'éjection. Donc elle va compenser la fuite, mais elle va dilater l'anneau mitral. En dilatant l'anneau mitral, elle va aggraver la fuite, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où le ventricule gauche, n'arrive plus à suivre, c'est bon, il s'est dilaté, jusqu'au moment où il n'est plus capable d'élever la force contre il y a une limite pour la loi de Frank-Staline. Une fois qu'il arrive à la limite, on aura une diminution de la force contractile et c'est le début de la décompensation. C'est pour cela que les insuffisances mitrales est une pathologie qui reste très longtemps symptomatique parce que le VG dilaté maintient le débit aortique normal et l'OG dilaté maintient la pression élevée uniquement au niveau de l'oreillette gauche. C'est pour ça que, comme l'insuffisance mitrale, elle peut rester des années, voire même des décennies complètement asymptomatique. Ça, c'est pour l'insuffisance mitrale chronique. Pour l'insuffisance mitrale aiguë. Pour l'insuffisance mitrale aiguë, là, c'est différent. On a des conséquences en amont, des conséquences en avant. Donc, les conséquences en amont sont quoi? Donc, s'il y a une fuite aiguë, brutale, sur quelques jours, par exemple, l'oreillette gauche n'a pas le temps de se dilater. Elle peut pas se dilater. Elle va envoyer toute la pression vers les veines et vers les capillaires. Et c'est le tableau d'insuffisance cardiaque aiguë et droite. Parce que l'oreillette gauche, c'est le principal mécanisme de compensation. Dans ce cas-là, elle ne peut pas compenser. Elle ne peut pas se dilater. Et donc, toute l'hyperpression va être transmise vers les capillaires. La même chose, en aval, le ventricule gauche, il ne peut pas se dilater. Donc, pour éjecter plus, qu'est-ce qu'il lui faut? Il va augmenter sa cinétique, c'est-à-dire sa contraction, par stimulation du système nerveux sympathique. La cinétique et la fréquence cardiaque va augmenter. Il va essayer d'augmenter la cinétique et la fréquence par stimulation du sympathique. Mais malheureusement, la stimulation du sympathique, l'augmentation de la cinétique et de la fréquence, il va éjecter. Il va essayer toujours d'éjecter vers la cavité où c'est plus facile d'éjecter. Donc, il trouve plus de facilité à éjecter dans l'oreillette gauche, parce que la pression est plus basse par rapport à l'autre. Donc, il va aggraver plus la fuite. C'est pour cela que dans les fuites aiguës, généralement, c'est un tableau d'OAP brutal, surtout si elle est sévère. L'oreillette gauche n'est pas dilatée et le ventricule gauche n'est pas dilaté ou modérément, modérément dilaté, surtout si la fuite aiguë se constitue plus ou moins polo sur quelques semaines. Vous pouvez voir un VG qui est dilaté, mais pas très dilaté, pas aussi dilaté que dans l'insuffisance mitrale chronique. Donc ça, c'est pour la physiopathologie de la fuite aiguë et de la fuite chronique. Alors, je ne sais pas ce que c'est un peu là. Donc je pense qu'on va passer aux étiologies. Là aussi, pour les étiologies, c'est différent. Comme l'insuffisance mitrale chronique, et vous avez l'insuffisance mitrale aiguë. Donc les étiologies donc, sont différentes. L'insuffisance mitrale chronique, on a 4 principales étiologies. Premièrement, le rhumatisme articulaire aigu, le RAA. C'est la principale pathologie chez nous. Donc pour évoquer le RAA, d'abord, il faut être dans un pays où le rhumatisme articulaire aigu existe. Alors le rhumatisme articulaire aigu est pratiquement inexistant dans les pays développés, dans les pays occidentaux. Donc il faut être déjà dans un pays où le rhumatisme articulaire aigu existe. Alors le rhumatisme articulaire aigu, affection post-streptococcique, c'est-à-dire c'est un patient qui fait beaucoup d'affections à streptocoque, notamment des angines, il aura des conséquences sur les valves.
La conséquence sur les valves, c'est quoi? Vous voyez là, il y a une valve atteinte de rhumatisme articulaire aigu, une valve mitrale. Quand le rhumatisme articulaire aigu atteint la valve, on aura des valves qui sont épaisses, des valves qui sont rétractées. Elles sont fibreuses et elles sont calcifiées. Quand la valve est fibreuse, elle est rétractée, elle est calcifiée. L'ouverture est limitée, donc il y a un rétrécissement généralement associé, plus la fermeture est également pas une fermeture qui est complète, parce que la valve elle est rétractée, elle est rigide. La mobilité elle est réduite, avec également la rétraction, la fibrose et les calcifications. C'est pour cela que dans le rhumatisme articulaire aigu, c'est beaucoup plus une maladie mitrale, ça veut dire association, insuffisance et rétrécissement, beaucoup plus qu'une insuffisance mitrale isolée. Donc, quand est-ce qu'on évoque le RAA? C'est quand il s'agit beaucoup plus d'une polyvalvulopathie, maladie mitrale, atteinte d'une valvulopathie, et surtout si on est dans un pays où le rhumatisme articulaire existe, notamment chez nous. Il faut savoir que chez nous, c'est la principale cause d'insuffisance mitrale chronique. La deuxième étiologie, c'est la principale étiologie dans les pays occidentaux. C'est dégénératif, donc c'est une atteinte du tissu conjonctif. Donc là, on a deux formes. On a une forme qui atteint presque exclusivement la valve, et on aura une forme qui atteint beaucoup plus les cordages, qui est la dégénérescence myxoïde, on a dit de Barlow, et la dégénérescence fibroélastique. Donc, deux formes différentes. La dégénérescence myxoïde, la maladie de Barlow, c'est surtout des sujets jeunes, essentiellement des femmes. Elle est due à un excès de tissu. Alors, l'excès de tissu, c'est une maladie de Barlow. Voilà la maladie de Barlow. Vous voyez la valve, comment elle est épaisse. Comment elle est épaisse, mais elle n'est pas rigide, hein, elle n'est pas rétractée. Mais ce qui met le rhumatisme articulaire aigu. Cet excès de tissu, il va entraîner quoi? Quand il y a un excès de tissu, voilà une valve avec un excès de tissu, elle va être ballonisée. Et tout l'oreillette gauche, parce qu'il y a un excès de tissu. Donc elle va être ballonisée à l'intérieur de l'oreillette gauche, c'est ce qu'on appelle la ballonisation, sous forme de ballon, ou bien prolapsus. Ceci va entraîner une fuite. Donc cette ballonisation va entraîner une fuite au milieu et on aura une insuffisance mitrale par ballonisation ou là par prolapsus de la valve mitrale. Donc la maladie de Barlow. Parfois, elle est associée à une atteinte de cordage. Les cordages qui connotent lents, ils sont très lents, élongation du cordage. Également, ça va entraîner un prolapsus ou là une ballonisation. Mais l'élongation de cordage et les ruptures de cordage, elle est moins fréquente dans la maladie de Barlow par rapport à la deuxième forme. Dans la deuxième forme, la dégénérescence fibroélastique est souvent plus chez les hommes âgés, au-delà de 50 ans, où les valves sont fines, mais je suis une atteinte au niveau de la valve. Il n'y a pas d'excès de tissu au niveau de la valve. Mais là, c'est une atteinte beaucoup plus au niveau des cordages. Les cordages deviennent fins, fragiles, ils sont lents. Le risque de rupture de cordage est très élevé dans ce cas-là. Voilà l'exemple. C'est un exemple de ballonisation. Chauffe-eau la valve mitrale. Comment elle est ballonisée à l'intérieur de l'oreillette gauche. Chauffe-eau l'excès de tissu. Comment la valve, il y a un excès de tissu. Voilà l'exemple d'une élongation de cordage. L'élongation de cordage va entraîner également un prolapsus, ou là une ballonisation. Donc le prolapsus quadricoule dû à un excès de tissu, dans la maladie de Barlow, quadricoule à une élongation de cordage, surtout dans la dégénérescence fibroélastique. La dégénérescence fibroélastique expose à des risques notamment de rupture de cordage. Et la rupture de cordage, c'est une insuffisance mitrale aiguë. Ce n'est pas une insuffisance mitrale chronique. Donc là, c'est pour la deuxième forme, l'IM dégénérative. Donc il y a deux formes. Dégénérescence myxoïde, maladie de Barlow, beaucoup plus chez les femmes jeunes, avec une atteinte préférentielle de la valve qui est épaisse. Peu ou pas d'élongation de cordage, très peu de risque de rupture de cordage. La deuxième forme, la dégénérescence fibroélastique, c'est beaucoup plus une atteinte au niveau des cordages qui deviennent fins, fragiles, avec élongation de cordage et risque de rupture. Voilà pour l'insuffisance mitrale dégénérative. On a l'insuffisance mitrale ischémique. Ischémique est également fonctionnelle. Alors que les deux premières pathologies, les deux, sont appelées IM organiques. Ça veut dire qu'il y a une atteinte organique de la valve. Les deux dernières sont dites fonctionnelles. La valve, elle n'est pas touchée. C'est la fonction de la valve qui est touchée. La valve, elle est indemne de lésion. Deux traits fonctionnels, qui est l'IM fonctionnel ischémique et l'IM fonctionnel par dilatation de la valve. On commence par l'IM fonctionnel ischémique. C'est un dysfonctionnement le pilier. Imaginez que la paroi, c'est-à-dire la paroi où il y a le pilier, elle est hypokinétique.
ou la akinétique, elle ne se contracte pas. Donc le pilier, là, il ne va pas se contracter, il ne va pas tirer vers le bas la valve, par le biais des cordages. Donc il a une force qui est diminuée. Et quand la force est diminuée, on aura une valve qui ne va pas se fermer et on aura une fuite. C'est l'IM ischémique par dysfonction de pilier, par hypokinésie ou akinésie. Par exemple, dans les séquelles d'IDM, si vous avez un IDM, séquelle d'IDM ancien, dans cette zone-là, avec l'hypokinésie ou l'akinésie, ça peut entraîner une insuffisance mitrale qui est ischémique. La deuxième forme, c'est l'insuffisance mitrale fonctionnelle par dilatation de l'anneau. Donc, toutes les pathologies qui dilatent le ventricule gauche, tout ce qui va dilater le ventricule gauche, peut dilater l'anneau et peut entraîner une insuffisance mitrale fonctionnelle par dilatation de l'anneau. Ceci est expliqué par deux mécanismes qui coulent le ventricule gauche dilaté. Comme chauffe-eau, qui fait que l'anneau il est dilaté par rapport à un anneau qui est normal. Il faut l'anneau, comment il est dilaté. Quand l'anneau est dilaté, il va écarter les deux valves. Donc les deux valves ne se touchent pas et on aura une fuite. C'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, quand le VG est dilaté, il va modifier la géométrie. Ça veut dire qu'au lieu de la position du pilier, au lieu que le pilier antérieur il colle là, ou le pilier postérieur il colle là. Si le VG est dilaté, il va changer la position des piliers. Et en changeant la position, la force de traction diminue, va changer. La position anatomique, il a la force maximale. S'il change de position, il y a une diminution de la force de traction, ce qui va aggraver encore la fuite. Donc l'IM fonctionnel par dilatation de l'anneau est dû à la dilatation de l'anneau et à la modification de la géométrie ventriculaire, avec changement de la position des deux piliers. Donc je résume, l'IM chronique, on a 4 principales étiologies. Rhumatismale, notamment chez nous, dégénérative ailleurs, avec 2 formes. L'IM dégénérative par dégénérescence myxoïde, maladie de Barlow, avec excès de tissu, se voit chez les femmes jeunes, très peu de risque de rupture de cordage. Et on a la dégénérescence fibroélastique, c'est les hommes âgés au-delà des 50 ans, où le risque de rupture de cordage est très élevé. On a 2 autres formes, l'IM ischémique par dysfonction de pilier et l'IM fonctionnel par dilatation du ventricule gauche et donc dilatation de l'anneau mitral. Là, c'est pour les étiologies de l'insuffisance mitrale chronique. Les étiologies de l'insuffisance mitrale aiguë. Pour qu'il y ait une fuite aiguë, il faut qu'il y ait une lésion aiguë. C'est des ruptures ou des perforations, soit la valve, soit les cordages, soit les piliers. Donc, on a 4 principales étiologies. L'endocardite, les ruptures de cordage, les ruptures de piliers ou la traumatique induite par la dilatation. CMP, c'est la commissurotomie mitrale percutanée, c'est la dilatation mitrale. C'est l'un des traitements du rétrécissement mitral. On commence par l'endocardite. L'endocardite, c'est une infection de la valve. Elle peut entraîner des végétations, comme je vous fais les végétations. Les végétations vont empêcher l'ouverture, mais empêcher également la fermeture de la valve. Ça peut entraîner une fuite. Et ça peut entraîner les perforations. Je vous fais les perforations au niveau de la valve. Donc l'endocardite infectieuse, surtout par le biais des perforations de la valve, peut entraîner une fuite aiguë. Deuxième étiologie, une perforation qui est très visible au cours d'une endocardite infectieuse. Une autre étiologie, c'est les ruptures de cordage, surtout dans la dégénérescence fibroélastique. Voilà des cordages qui sont normaux, une valve normale, des cordages normaux, piliers normaux. Voilà des cordages qui sont longs, avec une fuite qui est chronique, et hop, là, il y a une rupture de cordage. Dès qu'il y a une rupture de cordage, la valve va encore se prolapser plus. Le prolapsus il va s'aggraver et on aura une fuite qui est aiguë. Une fuite qui est aiguë par rupture. Beaucoup plus dans la forme dégénérative, dans la dégénérescence fibroélastique par rapport à la maladie de Barlow. Voilà, il y a une image anatomique. J'espère que vous voyez bien. Je vous la valve mitrale. Je vous ce petit, on va dire ce petit truc. En quelque sorte, c'est un petit insecte. C'est quoi? En l'agrandissant, c'est un cordage qui est rempli. Donc, c'est un cordage qui met à l'eau. Et là, c'est une rupture de cordage. Cette rupture de cordage va entraîner un prolapsus au niveau de la valve mitrale. Donc, on a les fuites aiguës d'endocardite infectieuse, les ruptures de cordage. Il faut savoir également que l'endocardite a des ruptures de cordage infectieuses. L'infection flavale peut entraîner des perforations et ça peut entraîner également des ruptures de cordage.
La troisième étiologie, c'est les ruptures de piliers. Là, c'est très grave. C'est un tableau qui est dramatique. Parce que imaginez, c'est tout le pilier qui est rompu, c'est l'équivalent, de la rupture de plusieurs cordages. Plusieurs cordages vont partir avec la valve. Donc, si vous avez une rupture complète, habituellement, c'est un tableau qui est dramatique et c'est le décès très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Et c'est vraiment exceptionnel également, c'est les ruptures partielles, avec une partie du muscle qui est rompue. Ça, c'est à la phase aiguë, l'idéal. Quand il y a un idéal qui touche cette partie, on peut voir une rupture partielle d'une partie du muscle et c'est une partie des cordages qui va partir avec la valve, va entraîner un prolapsus de la valve. Là également, c'est une extrême urgence chirurgicale. La quatrième étiologie, c'est quoi? C'est la post-CMP. CMP, c'est quoi? C'est la dilatation mitrale. Commissurotomie mitrale percutanée ou la dilatation mitrale. C'est l'un des traitements du rétrécissement mitral. Le RM, l'un des traitements c'est quoi? C'est qu'on va introduire un ballon, on va le positionner au niveau de la valve, et on va le gonfler pour ouvrir la valve quand elle est rétrécie. Mais en gonflant le ballon, on peut entraîner des ruptures ou des perforations. Ça peut entraîner une insuffisance mitrale aiguë et des iatrogènes induites par le traitement qui est la commissurotomie mitrale percutanée ou la dilatation au ballon. Donc, je résume. La fuite chronique comme 4 étiologies: rhumatismale, dégénérative avec 2 formes, dégénérescence fibroélastique et la maladie de Barlow. Vous avez l'insuffisance mitrale ischémique par dysfonction du pilier et l'insuffisance mitrale fonctionnelle par dilatation du ventricule gauche, dilatation de l'âne. La fuite aiguë, vous avez 4 principales étiologies: l'endocardite infectieuse avec les perforations et les ruptures, les ruptures de cordage, surtout dans l'étiologie dégénérative, les ruptures de piliers, surtout la phase aiguë d'infarctus du myocarde, et complications de la dilatation mitrale, complications de la commissurotomie mitrale cutanée. Donc là, on termine le chapitre étiologie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne reviens pas. Voilà. Donc on arrive au mécanisme. Mécanisme de l'insuffisance mitrale. Donc il y a une classification de l'insuffisance mitrale, classification faite par un chirurgien qui est Alain Carpentier. Alain Carpentier, c'est un chirurgien. Il a classé l'insuffisance mitrale en 3 types. C'est une classification très importante, surtout pour le chirurgien, parce que c'est en fonction de ce type-là, généralement, qu'on choisit le type de traitement. Est-ce qu'on va remplacer la valve ou là, on va réparer la valve? On laisse la valve, on va réparer, là, on va la remplacer complètement. Donc, on a 3 types. Type 1, type 2, type 3, en fonction des mouvements valvulaires. Le type 1, mouvements valvulaires normaux. Le type 2, mouvement valvulaire exagéré. Le type 3, un mouvement valvulaire réduit. D'emblée, l'intérêt, c'est quoi? Type 1 et type 2, généralement, la plastie, la réparation est possible. Alors que dans le type 3, il y a très peu de chances pour réparer. Il faut remplacer la valve. Alors, le type 1, les étiologies de l'insuffisance mitrale aiguë et chronique. Le type 1, les mouvements normaux. Voilà, un mouvement normal. C'est dans les dilatations de l'anneau, qui connaît l'anneau dilaté. Ça n'a rien d'influence sur les mouvements. Et quand il y a une perforation, perforation se voit dans l'endocardite infectieuse. Donc, on a 2 principales étiologies du type 1, perforation de l'anneau dans l'endocardite et la dilatation de l'anneau dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Le type 2, surtout elle est fonctionnelle par dilatation de l'anneau, elle est très accessible à la plastie. On va mettre un anneau, ce qu'on appelle l'annuloplastie, et le malade généralement, et la valvulopathie est traitée. Annuloplastie. Donc, elles sont accessibles, plus ou moins accessibles à la réparation, à la plastie. Le type 2, un mouvement valvulaire exagéré. Pour les mouvements valvulaires exagérés, c'est le prolapsus. Qui comprend prolapsus? La valve, elle se prolapse, elle se bande à l'intérieur de l'oreillette gauche. Tout le monde des mouvements valvulaires exagérés. Le prolapsus, ce sont les circonstances de prolapsus. Soit les cordages qui sont lents, dans l'IM dégénératif, soit une rupture de cordage, soit une prolapsus de la valve dans la maladie de Barlow,
soit rupture de pilier. Il faut qu'il y ait rupture ou des cordages qui sont là. Le type 2, c'est les prolapsus. Par maladie de Barlow, atteinte dégénérative, rupture de cordage ou rupture de pilier. Donc, le type 2, c'est les ruptures de pilier, rupture de cordage et prolapsus. Là, les trois types d'humains, les mouvements valvulaires sont exagérés. Là aussi, il y a une possibilité pour réparer la valve. On va laisser la valve et on va la réparer. Le type 3, généralement, il faut remplacer. Il y a très peu de chances pour une plastie. Alors, le type 3, c'est des mouvements valvulaires diminués. Typiquement, le rhumatisme articulaire. Quand il y a une atteinte rhumatismale, les valves sont rigides, calcifiées, rétractées, fibreuses, etc. Donc, les mouvements TAHA, c'est des mouvements qui sont très réduits. Et dans ce cas-là, on aura donc une insuffisance mitrale de type 3, les mouvements sont très réduits. Et là, quand la valve est touchée avec des mouvements qui sont réduits, il y a très peu de chances pour la plastie. Donc, généralement, c'est le remplacement valvulaire. Le deuxième cas, les mouvements réduits, c'est quand le pilier ne se contracte pas bien. C'est dans l'insuffisance mitrale ischémique par dysfonction. Chez rupture, rupture, c'est un prolapsus. Par dysfonction, c'est l'insuffisance mitrale chronique ischémique. Par dysfonction de pilier, qui ne va pas tirer bien sur la valve et on aura des mouvements valvulaires qui sont réduits. Donc là, c'est une classification surtout utilisée par les chirurgiens, mais c'est la principale classification de l'insuffisance mitrale selon le mécanisme. Type 1, mouvements valvulaires normaux, on peut déduire. Hein. C'est pas, vous pouvez ne pas prendre la tête tout bêtement, mais en déduisant BAC, vous pouvez déduire quels sont les types limites des mouvements normaux, quels sont les types limites des mouvements exagérés, quels sont les types limites des mouvements valvulaires diminués. Les mouvements valvulaires dans les perforations, ou là les dilatations de l'anneau, parce qu'il n'y a pas d'atteinte directe sur les mouvements de la valve. Le type 2, c'est surtout les prolapsus par excès de valve, excès de tissu, dégénérative, rupture de cordage ou la rupture de pilier. Le type 3, un mouvement valvulaire diminué, soit rhumatismal articulaire aigu, soit ischémique. Donc, c'est dans l'IM ischémique où il y a un dysfonctionnement flépide. Voilà pour la classification. Classification selon le mécanisme. Bon. Bon, on arrive à la clinique. Allô? On arrive à la clinique. Oui. Donc, la clinique. Vous entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous entendez? Oui, très bien. Hein? Oui, très bien. Très bien. Bon, les questions, je pense qu'on va les laisser vers la fin. On va Oui, la fin. Tant que vous entendez, on va vers la fin. Donc, on va continuer avec la clinique. Avec la clinique, là aussi, les tableaux sont différents. Qui est le tableau d'insuffisance mitrale chronique, clinique d'insuffisance mitrale chronique, et le tableau de la clinique de l'insuffisance mitrale aiguë. Dans l'insuffisance mitrale chronique, comme les mécanismes de compensation, la dilatation de l'OG, la dilatation du VG, elle reste très longtemps bien tolérée. Même complètement asymptomatique, découverte fortuite, découverte d'un souffle ou là à l'occasion d'une échocardiographie. L'insuffisance mitrale, c'est l'une des pathologies qui peut rester très longtemps complètement asymptomatique. Mais quand il y a les symptômes, quels sont les symptômes qui apparaissent? C'est surtout les symptômes d'insuffisance cardiaque. C'est une mauvaise oxygénation du sang. Parce que le sang est en excès en circulation pulmonaire. L'oxygène en quantité normale, on aura une mauvaise oxygénation. Cette mauvaise oxygénation va entraîner une dyspnée. Le patient, il est essoufflé. Il est essoufflé parce qu'il y a un manque d'oxygène. Dyspnée d'effort qui va s'aggraver. Avec une asthénie, c'est une mauvaise oxygénation du sang. La dyspnée d'effort va s'aggraver en fonction de la classification NYHA jusqu'à arriver à la dyspnée de repos et l'orthopnée. L'orthopnée, c'est un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë. C'est un OAP. C'est l'évolution. Les autres signes, on peut également déduire. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on cherche à l'interrogatoire? Pour les symptômes, c'est la dyspnée. On pose la question au patient, est-ce que vous vous sentez essoufflé? Quand tu montes les escaliers, tu fais des efforts, etc. Est-ce que tu es essoufflé quand on fait les efforts? Ou bien est-ce que tu es fatigué? Tu sens une fatigue et une asthénie anormale, notamment lors des efforts. Sinon, les autres symptômes, c'est en rapport avec les complications. La CFA, on aura des palpitations. Le patient, il peut sentir des palpitations. Il peut décompenser.
un tableau d'insuffisance cardiaque, notamment en OAP. L'insuffisance mitrale, le cadre compliqué de l'endocardite. Le malade peut faire une endocardite. L'endocardite, on va faire les cours d'endocardite. Donc, il aura une fièvre en long cours et tout le tableau clinique d'une endocardite. Classiquement, l'endocardite, elle complique beaucoup plus les fuites, plus que les sténoses, et le foyer aortique, plus que le foyer mitral. Donc, si on classe les valvulopathies, le risque le plus élevé, c'est l'insuffisance aortique. Djimoraha, l'insuffisance mitrale. Djimoraha, le rétrécissement aortique. Et enfin, le RM, rétrécissement mitral, avec le risque le moins élevé. Et enfin, également, vous pouvez diagnostiquer une IM à l'occasion d'une embolie. Par exemple, dit comme le malade, il fait un AVC, un AIT, ou bien une ischémie aiguë des membres. Et on découvre que le malade il fait une insuffisance mitrale chronique avec une embolie à partir d'un thrombus fourrière gauche. Comme le malade il peut faire ce qu'on appelle le syndrome de rupture de cordage et rupture de pilier, va entraîner un tableau typique d'une douleur thoracique aiguë suivie d'une insuffisance cardiaque et un OAP ou bien un sub-OAP. Donc si je résume, hein, signe fonctionnel, ce qu'il faut retenir, vraiment retenir deux principaux symptômes, dyspnée, des fois, l'asthénie et la fatigue. Donc les deux principaux symptômes. Sinon, on cherche les symptômes en rapport avec des complications, palpitations, fièvre en long cours, est-ce que d'un AIT, un AVC, d'un déficit moteur par exemple. Ça, c'est des symptômes en rapport avec une embolie. Ou bien, est-ce qu'il a fait déjà une douleur thoracique aiguë et un OAP ou bien un sous-OAP. Généralement, ça, c'est une situation où le malade va consulter en urgence. Là, c'est pour les signes fonctionnels. Les signes physiques, habituellement, il n'y a absolument rien du tout. Si le VG n'est pas dilaté, donc les signes physiques, si le VG n'est pas dilaté, si la fuite est importante, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le cas où l'insuffisance mitrale est sévère? Dans les stades avancés, on aura une déviation en bas et à gauche, en dehors du choc de pointe. Souvenez-vous du choc de pointe. Choc de pointe, c'est le point où l'activité cardiaque est palpée. Habituellement, il est palpé au niveau du 5e espace, hein, sur la ligne mamelonnaire, médioclaviculaire, juste au-dessous du mamelon. Si le VG est dilaté, vous allez palper le choc de pointe en bas et à gauche. C'est-à-dire au lieu du 5e, je trouve 6e ou 7e. Et à gauche, au lieu sur la ligne médioclaviculaire, mamelonnaire, vous allez le palper sur la ligne axillaire antérieure ou la moyenne ou la postérieure. Donc, plus le VG est dilaté, plus le choc de pointe est dévié en bas et à gauche. Et enfin, on a l'auscultation cardiaque. En décubitus latéral gauche, c'est la position préférentielle pour ausculter le foyer mitral. Qu'est-ce qu'on va ausculter? On va ausculter le souffle, très caractéristique, le souffle d'insuffisance mitrale. Donc, c'est un souffle qui est holosystolique. Ça veut dire qu'il va occuper toute la durée de la systole. B1, c'est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, mitrale et tricuspide. B2, c'est la fermeture de la valve aortique et pulmonaire. Entre B1 et B2, c'est la systole. Entre B2 et B1, c'est la diastole, c'est le remplissage. Donc, dès que la systole commence, la fuite va commencer. Pourquoi le souffle il est holosystolique? Parce que pendant toute la durée de la systole, il y a une différence de pression bin VG et logis. La pression de VG est constamment plus élevée à la pression de logis. La pression là, pendant toute la durée de la systole, est plus élevée à la pression au niveau de logis. Ce qui explique que la fuite elle est holosystolique. Donc on aura un souffle qui est holosystolique, de B1 jusqu'à B2. Le siège d'Aou, c'est le foyer mitral, 5e espace intercostal gauche. L'irradiation se fait vers le haut, en direction de l'oreille gauche, habituellement vers l'aisselle gauche. C'est pour ça qu'on parle d'un souffle apexo-axillaire. La pointe vers l'aisselle gauche. Habituellement, c'est un souffle qui est doux, en jet de vapeur. L'intensité. L'intensité, bon, pour ne pas trop détailler, sinon on va entrer dans des détails que je pense que sont utiles, on va dire que l'intensité est variable. Ça veut dire que généralement, un souffle qui est intense est en rapport d'une fuite avec une fuite qui est intense. Mais, vous pouvez avoir un souffle qui n'est pas intense alors que la fuite, elle est intense. Et le contraire, vous pouvez voir un souffle qui est intense alors la fuite, elle est minime. C'est pour ça qu'on va dire que l'intensité est variable. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir une chose. On ne base pas sur l'intensité du souffle pour dire que la fuite, elle est sévère ou non. Donc l'intensité variable en jet de vapeur holosystolique. Donc là, c'est le souffle d'insuffisance mitrale.
En diastole, la diastole, généralement, c'est le remplissage. Hein. Une fois la valve mitrale elle est ouverte, c'est le remplissage. Et le remplissage, il est inaudible. Donc la diastole est libre, sauf si la fuite est sévère. Si la fuite est sévère, on aura des signes de gravité. On aura le bruit de galop, le B3, le bruit de remplissage et le roulement diastolique. On va expliquer cela. Une fois qu'il y a la fuite, la diastole, la valve mitrale, elle va s'ouvrir. Tout le sang des néants, il va être déversé vers le ventricule gauche. Donc la valve mitrale, elle s'ouvre avec une ouverture qui est normale. Mais la quantité de sang qui passe est une quantité qui est importante. Donc une quantité importante de sang qui passe à travers un orifice normal. Ça crée des turbulences. Ça crée quelque chose, c'est un obstacle. C'est un obstacle qui est fonctionnel. Et ça va entraîner le roulement diastolique. C'est le même souffle que le rétrécissement mitral organique, mais là, il est fonctionnel. Il n'y a pas de sténose, ça veut dire que l'orifice n'est pas sténosé, c'est un orifice normal, mais c'est le liquide qui est en excès qui a entraîné une sorte de sténose. Donc, c'est le roulement diastolique associé. Et quand il y a un roulement diastolique associé, c'est en rapport avec une insuffisance mitrale sévère. Et le principal signe de gravité, c'est le B3. Quand il y a un bruit de remplissage, au moment du remplissage rapide, un AF début, normalement, le remplissage il est inaudible. Quand la valve mitrale s'ouvre, le remplissage il est inaudible. Mais s'il y a une insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque est définie par toujours du liquide qui reste à l'intérieur de la cavité. S'il y a une insuffisance cardiaque, il y a toujours du liquide ici. Quand le sang se déverse dans la cavité, dans le ventricule gauche, on aura du liquide. Sur le liquide, ça va entraîner un bruit, le bruit de remplissage rapide. Le B3, le bruit de remplissage rapide. Dans ce cas-là, c'est un signe d'insuffisance cardiaque gauche. Il signe quoi? Il signe qu'il y a toujours du liquide à l'intérieur du ventricule gauche. Donc, il y a une insuffisance cardiaque gauche. Donc, vous avez deux signes, le foyer mitral, deux signes de gravité, le B3, signe d'insuffisance cardiaque, et le roulement diastolique par rapport avec un obstacle fonctionnel. Le troisième signe, c'est le foyer mitral, c'est l'éclat de B2. Quand il y a un éclat de B2 au foyer pulmonaire, ça signifie qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, indépendamment qu'elle soit pas active. Quand il y a une HTAP, c'est un signe de gravité, ça veut dire que la pression elle est élevée jusqu'au niveau de l'artère. Quand il y a un éclat de B2 au foyer pulmonaire, donc il y a une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, trois signes de gravité, auscultation cardiaque. Le quatrième signe de gravité, c'est l'auscultation pulmonaire, c'est l'existence des râles crépitants. Les râles crépitants, c'est un rapport avec un œdème alvéolaire. Quand on entend les crépitants, d'abord les basses, ensuite ils sont diffus, ça veut dire qu'il y a un œdème alvéolaire. Donc si on va résumer l'auscultation, on cherche quoi? Le foyer mitral, on cherche le souffle d'insuffisance mitrale, holosystolique, apexo-axillaire, d'où un jet de vapeur, intensité variable. Signe de gravité, le foyer mitral, le B3 et le roulement diastolique. Signe de gravité à l'auscultation, le foyer pulmonaire, c'est l'éclat de B2, en rapport avec l'HTA. Signe de gravité à l'auscultation pulmonaire, le quatrième signe de gravité, c'est l'existence des râles crépitants. Donc là, c'est la clinique de l'insuffisance mitrale chronique. L'insuffisance mitrale, habituellement, elle est d'emblée sévère non tolérée. Surtout si elle est importante. Elle va entraîner quoi? Donc l'oreillette gauche, elle ne peut pas se dilater. Toute l'hyperpression est transmise vers les capillaires et on aura d'emblée un tableau d'OAP ou la sub-OAP. Le mardi vient avec une diète de repos, une orthopnée, etc. C'est le tableau d'OAP et de sub-OAP. On va faire le cours par la suite, Inch'Allah, sur l'insuffisance cardiaque et on va détailler le tableau d'OAP, de aigu du poumon. Donc on a un malade qui est dyspnéique au repos avec une orthopnée et le souffle d'insuffisance mitrale plus le B3. Le B3, c'est un signe d'insuffisance cardiaque gauche. Donc là, c'est pour les tableaux cliniques. Insuffisance mitrale chronique, insuffisance mitrale. Les examens complémentaires. Les examens complémentaires simples, on va demander téléthorax et le CG. Les deux premiers examens complémentaires qu'on demande habituellement en cardiologie. Le téléthorax, si la fuite mitrale est minime, donc ou bien modérée, elle n'a pas dilaté le VG et l'OG, on aura un téléthorax qui est normal. Si vous avez une fuite qui est sévère, notamment la fuite chronique, on aura les signes de dilatation de l'OG, plus une dilatation du VG, plus une hypervascularisation pulmonaire. Comment on va voir ça? Un petit rappel sur la silhouette cardiaque normale. Vous avez le bord droit du cœur et le bord gauche du cœur sur un téléthorax de face. Vous avez l'arc supérieur droit, c'est la veine cave supérieure. L'arc inférieur droit, c'est l'oreillette droite. L'arc supérieur gauche, c'est le bouton aortique. L'arc moyen gauche, c'est l'artère pulmonaire. Et l'arc inférieur gauche, c'est le VG.
l'indice cardiothoracique, c'est le diamètre cardiaque maximal sur le diamètre thoracique maximal. Donc là, l'OG n'est pas visible. Où est-ce qu'elle est logée? Logée, elle est à la pointillère. Donc elle est à l'intérieur de l'ombre cardiaque. Quand l'OG est dilatée, qu'est-ce qu'elle va faire? L'OG est dilatée, elle va déborder sur l'arc moyen gauche et l'arc inférieur droit. Donc elle va entraîner un débord sur l'arc moyen gauche et un débord sur l'arc inférieur droit. L'arc moyen gauche, il est convexe, ou là en double bosse. Et l'arc inférieur droit, il devient débordé, débord sur l'arc inférieur droit, avec double contour de l'arc inférieur droit. Donc, les deux signes, débord sur l'arc moyen gauche, double bosse, débord sur l'arc inférieur droit, double contour, sont des signes de toute dilatation de l'ogive. Toute dilatation de l'ogive, je fais par les signes, il y a deux téléthorax de face. Quand le VG est dilaté, parce que le chronique, le VG est dilaté, l'OG est dilaté. Si le VG est dilaté, on aura un arc inférieur gauche allongé avec une pointe plongeante. Une pointe qui va vers le bas. Arc inférieur gauche, il est allongé avec une pointe qui est plongeante. Là aussi, c'est un signe de toute dilatation du ventricule gauche. Voilà comment on voit typiquement le téléthorax de face, une insuffisance mitrale. Tu vas tomber sur une cardiomégalie, parce que l'indice cardiothoracique dépasse 0,5 chevaux. Le diamètre cardiaque maximal sur le diamètre thoracique maximal, il dépasse largement 0,5. Au dépend de quoi? On trouve une cardiomégalie au dépend du VG et de l'OG. Du VG, pourquoi? Parce que l'arc inférieur gauche est allongé, pointe vers le bas. Et de l'OG, pourquoi? Parce qu'un échoue de l'arc moyen gauche est convexe, très convexe. En même temps, double contour de l'arc inférieur droit. Contour, double contour. Contour premier et le deuxième contour. Donc, double contour de l'arc inférieur droit, arc moyen gauche convexe, ça c'est une logique qui est très dilatée, avec un V qui est dilaté. Cardiomégalie au dépend du VG et de l'OG. Et qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit l'hypervascularisation pulmonaire. Je trouve les vaisseaux, comment ils sont très développés. On voit l'hypervascularisation pulmonaire, donc les vaisseaux sont très développés. Deuxième silhouette, pratiquement la même chose. La différence, c'est quoi? La différence bin-hadi, c'est quoi? C'est là, il n'y a pas d'hypervascularisation. Toujours arc inférieur gauche allongé, convexe l'arc moyen gauche, double contour de l'arc inférieur droit, donc cardiomégalie au dépend du VG et de l'OG, mais là, il n'y a pas d'hypervascularisation. Donc ça, c'est un malade qui est bien traité, les pressions pulmonaires ne sont pas très élevées, et là, c'est un malade qui est pratiquement en décompensation avec des pressions pulmonaires très élevées et une hypertension artérielle pulmonaire. Il y a trop de liquide au niveau des artères pulmonaires. Donc là, c'est le téléthorax de la fuite. Bien sûr, s'il s'agit d'une fuite aiguë, une insuffisance mitrale aiguë, elle dilate ni le VG ni l'OG. Je fais une silhouette qui est normale. Je fais juste un tableau d'OAP. Donc, les œdèmes alvéolaires. Donc, tableau d'OAP, donc la silhouette et le téléthorax d'OAP. Le CG, la même chose. Si la fuite est minime ou la modérée, il reste très longtemps normal. Mais si la fuite est sévère, on aura une dilatation de l'OG et du VG, donc on aura une hypertrophie auriculaire gauche et une hypertrophie ventriculaire gauche, une HAG et une HVG. Donc les signes d'HAG, demain c'est un TD, vous allez faire ça sur le TD de surcharge. Donc le principal signe de l'HAG, c'est l'augmentation de la durée qui dépasse les 0,12 secondes. Le principal critère de l'HVG, c'est l'augmentation des indices, notamment l'indice de Sokolov et l'indice de Korn. Donc on cherche quoi? L'HAG, l'HVG et les troubles du rythme, notamment les extrasystoles et la CFA. Là aussi, vous allez les faire le cours sur les troubles du rythme. Bien sûr, si le malade il est en CFA, ne pouvez pas à l'HAG, parce que là, il n'y a plus d'onde P. Dans la CFA, il y a une disparition de l'onde P, donc on ne peut pas voir une HAG si le malade il est en CFA. Donc la même chose, le téléthorax, on cherche la dilatation de l'OG et du VG. Le CG, on cherche l'HAG, l'hypertrophie auriculaire gauche, et l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'échocardiographie, c'est le principal examen complémentaire. Il va permettre pratiquement tout. Il met un diagnostic positif en pratiquement quelques secondes, Doppler couleur. Il met un diagnostic étiologique, est-ce que c'est rhumatismal, dégénératif, ischémique, c'est une endocardite, etc. Il met un diagnostic quantitatif, est-ce qu'elle est sévère ou non, qui a deux critères, on va les détailler. Donc, quels sont les deux critères pour dire que l'insuffisance mitrale est sévère ou non?
ويمد le retentissement. Est-ce que le VG est dilaté, très dilaté, trop dilaté? La fonction tau, elle est basse. Donc, on va voir est-ce qu'il y a un retentissement sur le VG. Sur l'OG, est-ce qu'elle est dilatée, très dilatée, etc. Et sur l'artère pulmonaire, est-ce que les pressions sur l'artère pulmonaire sont élevées ou non? Donc, diagnostic positif, diagnostic étiologique, le diagnostic de quantification et le retentissement. On peut s'aider de l'écho transœsophagien. Transœsophagien, c'est comme une fibroscopie. On introduit la sonde à l'intérieur de l'œsophage. On aura une meilleure qualité d'image et une meilleure détermination du mécanisme. Meilleure également quantification, parce que je fous de façon plus nette la valve mitrale. Quand ce n'est pas vraiment visible et quand le diagnostic, surtout le diagnostic étiologique, n'est pas très évident, l'échocardiographie Doppler transthoracique, on peut s'aider de l'échocardiographie transœsophagienne. Donc le diagnostic positif est très facile. Je vois l'écho qui a deux couleurs. Quand on fait l'écho, il y a deux couleurs. On voit le rouge et le bleu. Si vous voyez cette mosaïque de couleurs, donc ce mélange de couleurs, si vous voyez, ça veut dire qu'il y a un flux qui est anormal. On voit cette mosaïque. Ça part d'ici au temps de la main. C'est le ventricule gauche. Et ça, c'est l'oreillette gauche. Vous voyez comment l'oreillette gauche est dilatée. Pratiquement, c'est la même taille que le ventricule gauche. Un flux anormal qui part du VG vers l'OG. C'est quoi? C'est une insuffisance. Si on va inverser cela, je fais le contraire. La direction, je fais la direction de là vers là. Ça veut dire qu'il y a un flux anormal de l'OG vers le VG. C'est quoi? C'est une sténose. C'est un obstacle. Un flux anormal du VG vers l'OG, c'est une insuffisance fœtale. Donc voilà, sur une vidéo qui va chez Chauffeur, c'est très facile. En quelques secondes, je fais la mosaïque de couleurs, le VG vers l'oreillette gauche, et c'est le diagnostic de cette étude qui a une insuffisance fœtale. Comme c'est très facile, le Doppler couleur. Dès qu'on voit cette mosaïque de couleurs, ça veut dire qu'il y a un flux anormal. Donc je fais bien maintenant, la valve vers l'oreillette gauche. Donc là, c'est pour le diagnostic positif. Le diagnostic étiologique, là également, qui est l'écho Doppler, surtout on va compléter par l'écho transœsophagien. Par exemple, on a un patient a une atteinte polyvalvulaire, les valves sont rigides, calcifiées, etc. On est en Algérie, on va évoquer le rhumatisme articulaire aigu. On a une valve qui est épaisse, etc. C'est une femme jeune, il n'y a pas de rétraction, il n'y a pas de calcification. Associé ou non à une élongation de cordage, on va évoquer l'étiologie dégénérative. On a des perforations, des mutilations, des végétations, et on va évoquer l'endocardite, et ainsi de suite. Donc on aura une excellente orientation diagnostique étiologique à l'échocardiographie Doppler. Et on a le diagnostic quantitatif, ça veut dire l'étude de la sévérité, qui a deux critères pour la sévérité. On a la surface de l'orifice régurgitant et le volume de régurgitation. C'est quoi ça? Donc, cette zone-là, quand on voit la fuite, je te fous la fuite. Et maintenant, on prend vers l'oreillette gauche. Cet orifice-là, en quelque sorte, cette fuite, cette perforation ou cette fuite, commence à ce niveau. On appelle ça l'orifice régurgitant. C'est l'orifice à partir duquel la fuite va commencer. On va passer vers l'oreillette gauche. En étudiant la surface de l'orifice ou le volume qui régurgite, on aura une étude exacte de la sévérité de l'insuffisance mitrale. Par exemple, là, on a calculé la surface de l'orifice régurgitant. Là, on a agrandi. On a agrandi l'image et on a calculé la surface. Donc, on a la surface à 0,15 cm, 15 mm. 0,15 cm ou 15 mm. Le volume qui régurgite, c'est 28. Donc là, ce n'est pas une fuite qui est sévère parce que les critères, est supérieur ou égal à 40, et là c'est 60 ml. Ça veut dire qu'il y a chaque cycle qui est 28 ml qui régurgite. Alors que la limite pour dire qu'une fuite est sévère, c'est 60 ml. Donc là, c'est pour le diagnostic de sévérité. Surface de l'orifice régurgitant supérieur ou égal à 40, volume de régurgitation VR supérieur ou égal à 60 ml à chaque battement. Et surtout, on va étudier le retentissement. C'est très important d'étudier le retentissement. Il y a des indications chirurgicales uniquement parce qu'il y a un retentissement important. On va voir le VG, est-ce qu'il est dilaté ou non, très dilaté, la fraction d'éjection terreau, normale, conservée, etc. On va voir l'OG, est-ce qu'elle est dilatée, très dilatée. On va voir également le niveau de pression pulmonaire.
On arrive à l'exploration hémodynamique. Là, les premiers examens, téléthorax, le CG et l'écho, c'est des examens non invasifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. L'examen invasif, c'est l'exploration hémodynamique. Qu'est-ce que cela veut dire? On introduit une sonde à travers l'artère, donc fémorale, et on monte jusqu'au niveau de la haute, et on va opacifier les coronaires pour faire la coronarographie. Quand est-ce qu'on fait la coro? C'est quand on envisage la chirurgie. Si vous avez un patient, une insuffisance mitrale sévère, les la chirurgie, dans certains cas, il faut demander d'abord la coro. Pourquoi? Parce que quadricule, en même temps, il a une atteinte de la valve, en même temps, il a une coronaropathie. Et si vous opérez le malade, ou quand vous opérez le malade, sans faire la coro, vous pouvez donc induire en période périopératoire ou la post-opératoire l'idéal. Parce que quand vous avez déjà des sténoses, on peut opérer tout sur la valve et tu n'as pas corrigé les sténoses. Ça va induire l'idéal. Quand est-ce qu'il y a une indication de coronarographie? Les indications sont des indications communes. Toute chirurgie cardiaque, chaque malade, la chirurgie cardiaque, s'il est âgé, s'il a des facteurs de risque, diabétique, hypertendu, etc., s'il a un angor ou s'il a une dysfonction VG, avant d'opérer sur la valve, il dire d'abord la coronarographie pour s'assurer qu'il n'y a pas de sténose. Si on trouve des sténoses, qu'est-ce qu'on va faire? Le chirurgien, il faut corriger la valvulopathie et il faut corriger la coronaropathie par le pontage. Donc, il dit un geste combiné. Pontage plus remplacement valvulaire ou l'angioplastie. On va bien sûr profiter, la coro, on va faire ce qu'on appelle une opacification sur le VG. C'est l'angio-VG. On va introduire la sonde jusqu'au niveau du ventricule gauche et on va injecter à l'intérieur du ventricule gauche. On va opacifier le VG. Normalement, s'il n'y a pas de fuite, tout le produit de contraste, l'IRNAIA, normalement, il passe de l'éjection vers l'aorte. Il n'y a pas d'opacification de l'oreillette gauche. Mais s'il y a une fuite, au moment de l'éjection, on opacifie le VG et l'aorte et on va opacifier l'oreillette gauche. Et on peut classer l'oreillette gauche par la classification de Sellers en angiographie. Si tu opacifies très peu, grade 1, jusqu'au milieu à peu près, grade 2, grade 3, pratiquement toute l'oreillette gauche, et grade 4 quand ça arrive jusqu'au niveau des veines pulmonaires. C'est la classification de Sellers. Voilà l'exemple d'une angio-VG. Je fais la sonde, visible au niveau du ventricule gauche. Là, c'est une angio-VG normale, ventriculographie gauche normale. Là, le ventricule gauche, et on a opacifié là. On n'a pas opacifié l'oreillette gauche qui est là. Voilà une ventriculographie gauche avec une IM. Voilà, on a opacifié le ventricule gauche. On a opacifié là, et on a opacifié cette cavité. Cette cavité, c'est quoi? C'est l'oreillette gauche. Et là, c'est une insuffisance mitrale qui est sévère. Pratiquement toute l'oreillette gauche est opacifiée. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ça? On ne va pas faire ça pour tous les malades. On les fait généralement, on fait ça. C'est quand il y a une discordance entre les examens. Par exemple, vous avez un malade, vous l'avez examiné, la clinique, le tritoblie symptomatique, etc. Donc, tu vas évoquer une fuite qui est sévère. Tu l'envoies à l'écho. L'échocardiographiste te dit que la fuite n'est pas sévère. Donc, une la clinique, c'est en faveur d'une fuite sévère. L'écho, la fuite n'est pas sévère. Donc, il y a une discordance entre clinique et examen non invasif. C'est dans ce cas-là qu'on va demander les examens invasifs qui n'a l'angiographie. Bien sûr, on ne va pas demander ça pour tous les malades, parce que c'est un examen invasif. Il porte des risques. Donc, on va demander ça s'il y a une discordance, ou bien, s'il y a une indication de coronarographie. S'il y a des indications de coronarographie, dans le cas où on envisage d'opérer le malade. Donc là, c'est pour les examens complémentaires. On arrive aux complications. Donc les complications, c'est également très facile à déduire. Donc c'est très facile et très simple à déduire. L'oreillette gauche dilatée expose à des troubles du rythme, notamment la CFA, c'est le principal trouble du rythme. Les troubles du rythme ventriculaire sont plus rares. Dans le cas où le ventricule gauche est très dilaté, on peut voir des troubles du rythme ventriculaire. L'oreillette gauche dilatée expose à des thrombus et d'embolie, le risque d'embolie périphérique, les AVC, l'AIT, l'ischémie aiguë des membres. Donc, si la pression est élevée, les capillaires et dans l'artère, on aura le tableau d'OAP, des accès d'OAP, des insuffisance cardiaque. L'OAP, on le voit beaucoup plus lors du passage en ACFA. Dès qu'il y a un passage en ACFA, le maladie sera décompensé, on aura le passage en œdème aigu du poumon. Et dans le stade tardif, comme l'évolution,
se fait vers l'HTAP passif, ensuite l'HTAP active, ensuite la dilatation du cœur droit, du ventricule droit. Donc l'évolution se fait vers l'insuffisance cardiaque globale. On aura le risque d'endocardie, comme l'insuffisance mitrale, c'est la deuxième pathologie exposée après l'insuffisance aortique au risque d'endocardie. Les morts subites sont rares. Ce n'est pas comme dans le cas du rétrécissement aortique, qui est une pathologie à risque très élevé de mort subite. Donc ça, c'est les principales complications. Complications dues à la dilatation de Golgi, les deux premières. Complications dues hémodynamiques dues à l'élévation de la pression au niveau de la circulation pulmonaire, en décompensation. Et enfin, les complications donc infectieuses, le risque d'endocardite infectieuse. Le traitement. On arrive au traitement. Donc, on va parler de la prévention. La prévention d'endocardite, là, je vais, c'est ce chapitre en cours d'endocardite, on va détailler ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conduite pratique, la pratique ternaire, où il y a la conduite théorique, c'est la conduite des recommandations. Selon les recommandations, quel que soit le geste, si vous avez un malade, l'extraction dentaire, détartrage, ou n'importe quel geste, il n'y a pas lieu de donner une prévention. Il n'y a pas lieu de donner, par exemple, de l'amoxicilline 1 heure avant le geste. Il n'y a pas lieu de prévenir selon les dernières recommandations. Ça, c'est quelle que soit la valvulopathie. Hein. Et ça, c'est depuis les dernières recommandations. Mais sur le plan pratique, nous, on continue à les donner. Parce qu'on ne sait pas le risque infectieux, les gestes bucco-dentaires. Donc, il y a la conduite théorique. On ne va pas donner. La conduite pratique, on continue à donner de la prévention de l'endocardite infectieuse dans pratiquement toutes les valvulopathies. On va détailler essentiel SAF, le code de l'endocardite infectieuse. Dans les formes minimes et modérées, sont très fréquentes, généralement découvertes fortuites, sauf le fléco. C'est la surveillance. Le colo le malade chaque 2-3 ans, l'échocardiographie, ou bien si vous avez l'apparition des symptômes. On va expliquer au malade. Si vous avez l'apparition des symptômes ou l'aggravation des symptômes, vous consultez, mais sinon, si tout va bien, on va refaire l'écho chaque 2 ans ou chaque 3 ans. C'est largement suffisant. Par contre, dans l'insuffisance mitrale sévère, là, il y a un traitement à donner. D'abord, le traitement d'insuffisance cardiaque. Là aussi, on détaillait le code de l'insuffisance cardiaque. Donc, si le malade il est en insuffisance cardiaque gauche, il faut diminuer le liquide. Comment on diminue le liquide? Par les diurétiques, augmenter la diurèse, et on va donner des vasodilatateurs, les dérivés nitriques, diurétiques plus dérivés nitriques. Mais il baisse la pression artérielle. Si la pression artérielle est déjà trop basse, PAS, pression artérielle systémique est basse, on va donner des inotropes positifs. On ne va pas donner les deux traitements. Si le malade il a des troubles du rythme, notamment la CFA, on va discuter l'anticoagulation et on va ralentir si le malade il est très rapide. On va ralentir par les bêta-bloquants ou les anticoxines. Là aussi, théoriquement, vous allez détailler le traitement des troubles du rythme de la CFA, le cours des troubles du rythme. Essentiel. Pour ma part, je vais détailler, Inch'Allah, le traitement de l'insuffisance cardiaque, le cours de l'insuffisance cardiaque. Mais sinon, le traitement curatif, c'est quoi? C'est la chirurgie. La chirurgie, vous avez deux possibilités. Soit on laisse la valve, donc on ne va pas la remplacer, on va la réparer, c'est la plastie. Soit on va remplacer carrément la valve par une prothèse biologique, la bioprothèse, ou bien par une valve mécanique. Bioprothèse, biologique, ou bien une valve mécanique avec du métal. Donc on va commencer par la plastie. À chaque fois que possible, la plastie est préférable. Chaque fois. Il vaut mieux ne pas remplacer la valve. D'où la nécessité, d'où l'intérêt de la classification de Carpentier. Le type A sont très accessibles à la plastique. Le type 3 n'est pas vraiment accessible à la plastique. La plastique, bien chez les préférables, parce qu'elle évite le métal, elle évite le traitement anticoagulant, elle va préserver le VG, on ne veut pas le VG, et donc elle va préserver la fonction ventriculaire gauche. Dans tous les cas, la plastique est supérieure, les résultats sont supérieurs à moyen terme et à long terme par rapport au remplacement de valve. Comme ce n'est pas possible, avec le type 3, il faut remplacer la valve. On va remplacer par quoi? Soit par une prothèse biologique, une bioprothèse, soit par une prothèse mécanique, avec du métal. Donc chacune a des avantages et des inconvénients. La bioprothèse, l'avantage majeur, c'est qu'elle ne nécessite pas d'anticoagulation, d'AVK, antivitamine. C'est du matériel biologique, uniquement les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, il faut mettre un traitement anticoagulant, le temps qu'elle se couvre d'épithélium du patient. Donc, les 3 premiers mois, on met l'anticoagulant, ensuite, on va arrêter le traitement anticoagulant. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il y a une usure. Elle va se détériorer
Et il faut la remplacer au maximum au bout de 8 à 15 ans. Donc, il y a certains cas, oui, ça peut tenir jusqu'à 20 ans. Mais habituellement, la moyenne, c'est 8 à 15 ans. Ça veut dire que si on met une prothèse, il faut mettre dans sa tête, c'est qu'au bout de 15 ans maximum, la prothèse, il faut la changer. Donc, quand est-ce qu'on va donner une prothèse? Si l'espérance de vie du patient est inférieure à 8-15 ans. Par exemple, un patient de plus de 70 ans, on peut mettre une bioprothèse parce qu'on sait que dans tous les cas, son espérance de vie est inférieure à l'espérance de vie d'une bioprothèse. Ou bien on met une bioprothèse quand on ne veut pas mettre un antivitamine K. Par exemple, il y a une contre-indication formelle, il y a une affection hémorragique. C'est une femme jeune, en âge de procréer, pour éviter les problèmes d'antivitamine K avec la grossesse. Ou bien le désir du patient. Quand on explique au patient qu'il y a une bioprothèse, qu'il y a une prothèse mécanique, quand il va vous dire que moi je préfère la bioprothèse pour ne pas prendre des antivitamines K, on va mettre une bioprothèse. Donc le désir du patient est le premier critère sur lequel on se base. Okay? Mais sinon, c'est beaucoup plus la limite de l'âge, où là, s'il y a une contre-indication ou non aux antivitamines K. Mais sinon, pour les sujets jeunes, avec une espérance de vie qui dépasse les 15 ans, on va mettre une prothèse mécanique. Mais la prothèse mécanique, l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'elle nécessite un traitement antivitamine K à vie. Il faut mettre un traitement antivitamine K à vie. Une troisième possibilité, c'est le mitraclip. Le mitraclip, c'est quoi? C'est un traitement interventionnel. C'est une procédure nouvelle. Donc, premièrement, ça n'existe pas chez nous. Et même ailleurs, elle n'existe pas partout. Elle existe dans certains centres. C'est un traitement cutané. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas la cage thoracique. On ne fait pas de chirurgie à cœur ouvert. On va introduire l'introducteur avec ce matériel qu'on appelle le mitraclip. C'est un clip mitral par le biais de la veine fémorale. On va introduire ça par le biais de la veine fémorale, la cuisse. On va monter la veine jusqu'au niveau de l'oreille droite, puis on fait un cathétérisme transseptal, on perfore le septum et on introduit la valve l'oreillette gauche. On va ensuite descendre vers le ventricule gauche. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est qu'on va transformer un orifice incontinent, qui est un orifice wahd, incontinent, il y a une fuite, en deux petits orifices. En quelque sorte, ce petit dispositif va suturer au milieu. On va transformer un orifice en deux petits orifices qui sont plus continents que le premier orifice. Donc, quand est-ce qu'on utilise ça? C'est quand il y a une contre-indication à la chirurgie. Par exemple, là, chez nous, s'il y a une contre-indication formelle à la chirurgie, le patient a des contre-indications à l'anesthésie générale, il y a une contre-indication à la chirurgie. Dans ce cas-là, on est vraiment en présence d'une fuite sévère, on est vraiment condamné. On ne peut pas proposer ni la plastie ni le remplacement. Ailleurs, il y a une solution, c'est le mitraclip. On l'utilise beaucoup plus pour les formes sévères symptomatiques avec une contre-indication ou un très haut risque chirurgical. C'est un traitement percutané. C'est un traitement nouveau. Il n'existe pas partout. Et même ailleurs comme ça n'existe pas partout dans tous les centres. Ça, c'est la principale nouveauté dans le traitement de l'insuffisance mitrale. Les indications, là aussi, c'est très simple. C'est très simple à retenir. Premièrement, quand est-ce qu'on intervient? On intervient, les ntkoun sévères. C'est le premier. Premièrement, dans tous les cas, les ntkoun sévères. Si elle n'est pas sévère, on ne traite pas du tout. C'est uniquement la surveillance et le traitement médical s'il y a une insuffisance cardiaque, par exemple. Donc, si elle est sévère, quand est-ce qu'on va opérer? Si elle est sévère, symptomatique, ou la asymptomatique. Pour retenir ça, on peut comprendre au lieu d'apprendre. Elle est asymptomatique avec retentissement. C'est des retentissements. Elle est soit sévère symptomatique ou la asymptomatique avec retentissement. Elle va retentir sur quoi? Sur le VG. S'il a une fraction d'éjection inférieure à 60, c'est un VG qui est fatigué avec une fraction d'éjection inférieure à 60. Soit c'est un VG qui est très dilaté, avec un diamètre télésystolique supérieur à 45. Ça veut dire qu'il y a un VG qui est très dilaté. Ou là, un VG avec fraction inférieure à 60. Soit c'est un retentissement sur l'oreillette gauche, avec une ACFA. Soit c'est un retentissement sur l'artère pulmonaire avec HTA, PAP supérieur à 50. D'où l'intérêt cortico-fléco de rechercher le retentissement sur le VG, sur l'OG et sur les pressions pulmonaires. Donc, quand est-ce qu'on intervient? Qu'on sévère symptomatique ou la sévère asymptomatique avec retentissement sur le VG ou sur l'OG ou sur les pressions pulmonaires. Comment on va intervenir? Plastie si c'est possible, sinon c'est un remplacement valvulaire. Si le VG est très dilaté et que la fraction d'éjection est très basse, ça veut dire que c'est un VG qui est très fatigué, avec une fraction d'éjection inférieure à 30,
Dans ce cas-là, ça devient un très très haut risque chirurgical. Hein. Un très très haut risque chirurgical. Et généralement, on va se contenter du traitement médical. Et si le malade est possible de faire une transplantation, c'est une indication éventuelle à une transplantation cardiaque. Si la fraction est très basse, inférieure à 30, ça veut dire qu'on est vraiment dans le stade tardif, très tardif, et qu'il n'y a pas vraiment un intérêt à remplacer la valve. Voilà l'intérêt du MitraClip, c'est dans les fuites sévères symptomatiques, mais c'est un patient qui est inopérable, ou bien le risque chirurgical est très élevé. Imaginez que le malade, il est âgé, a une insuffisance rénale sévère, il a une BPCO, une insuffisance respiratoire, etc. C'est un malade à très haut risque chirurgical, voire même c'est un malade qui comporte des contre-indications à l'acte chirurgical, et dans ce cas-là, on peut indiquer le MitraClip. Sinon, s'il n'y a pas ces critères-là, mais elle est sévère, ou bien elle est sévère, elle n'est pas symptomatique et qu'il n'y a pas de retentissement, s'il n'y a pas ces critères-là, c'est la simple surveillance. En malade, si vous avez des symptômes, vous consultez, ou bien, on va dire en malade, si vous n'avez pas de symptômes, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, on va refaire l'échocardiographie. Donc, on va résumer le cours en quelques messages, les messages les plus importants. L'insuffisance mitrale, c'est un reflux anal de sang du VG vers l'OG assistant. Donc, il y a un défaut de fermeture de la valve qui fait que le VG va éjecter une partie du sang vers l'oreillette gauche. L'insuffisance mitrale aiguë, les étiologies, c'est des ruptures, rupture de pilier ischémique, rupture de cordage dégénérative ou perforation de la valve. La 4e étiologie, c'est post-dilatation mitrale. Vraiment, c'est les 3 principales étiologies. Dans l'insuffisance mitrale aiguë, l'OG n'est pas dilaté, le VG n'est pas dilaté, c'est d'emblée le tableau d'insuffisance cardiaque aiguë et DOAC. L'insuffisance mitrale chronique, on a 4 principales étiologies, rhumatismale, dégénérative avec 2 formes, dégénérescence myxoïde, maladie de Barlow, dégénérescence fibroblastique, ischémique par dysfonction de pilier et fonctionnelle par dilatation de l'anneau. L'insuffisance mitrale chronique va dilater l'OG, va dilater le VG, elle va évoluer vers l'HTA, passive, ensuite active, ensuite l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance, donc les symptômes, l'insuffisance mitrale chronique, le principal symptôme qu'il faut chercher, c'est la dyspnée, plus ou moins l'asthénie. L'insuffisance mitrale aiguë, le tableau, généralement le tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, c'est le tableau DOAC. Les signes physiques, à l'auscultation, le souffle d'insuffisance mitrale, holosystolique, aplexo-axillaire, doux, angine de vapeur. Les signes de gravité, le B3, le foyer mitral, le roulement diastolique, toujours le foyer mitral, l'éclat de B2, le foyer pulmonaire, c'est un signe d'HTAP, et l'air crépitant, c'est l'auscultation pulmonaire, c'est un signe d'œdème alvéolaire. Le CG, si l'OG et le VG dilaté, on va chercher les signes d'HAG et d'HVG, plus ou moins les troubles du rythme, notamment la CFA. Le téléthorax, on va chercher les signes de dilatation de VG, arc inférieur gauche allongé, avec une pointe sous-diaphragmatique, dilatation de l'OG avec débord sur l'arc moyen gauche, débord sur l'arc inférieur droit, et le retentissement pulmonaire avec l'hypervascularisation pulmonaire. L'échocardiographie va confirmer le diagnostic. En quelques secondes, la couleur, elle va évaluer le degré de la sténose par la défense d'orifice régurgitant devant une régurgitation. Elle va préciser le retentissement sur le VG, sur l'OG et sur le niveau de pression pulmonaire. Les complications, on a les complications rythmiques, la CFA, toujours les complications dues à la dilatation de l'oreillette gauche, les accidents thromboemboliques, les complications hémodynamiques, c'est les accès d'OAP, des insuffisance cardiaque, et l'endocardite infectieuse, c'est les principales complications. Le traitement médical, c'est le malade il est en CFA. On va discuter les antivitamines K, anticoagulés, plus ou moins on va ralentir si le malade il est rapide. On a le traitement d'insuffisance cardiaque avec les diurétiques et les dérivés nitrés, plus ou moins, on va parler de cela également, plus ou moins prévention de l'endocardite infectieuse. Les indications de la chirurgie, c'est une IM sévère symptomatique, asymptomatique avec retentissement sur le VG ou sur l'OG, ou sur le niveau de pression pulmonaire. Si elle est symptomatique ou asymptomatique avec retentissement, on va discuter soit la plastique, si c'est possible, notamment pour les types 1 et 2 de Carpentier. Si ce n'est pas possible, on va faire un remplacement valvulaire par une valve mécanique ou bien par une valve biologique. Dans l'IM sévère symptomatique qui est inopérable ou à très haut risque chirurgical contre l'indication de la chirurgie, c'est le MitraClip.
Et dans les autres cas, c'est le traitement médical et la surveillance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Professeur, Oui. pour les questions. Oui. تلقاهم جوست على دروات راك تلقى لي كومونتير هذوك تشوف فيهم Oui. لي كومونتير تشوفهم دوك يبداو يسقسيوك دوك يبداو يبوزيو لي كيستيون La partie de l'échocardiographie transœsophagienne. Quelle est une première partie de l'échocardiographie transœsophagienne? Voilà. Voilà. C'est visible. C'est visible. Donc, l'échocardiographie transœsophagienne, je vous ai dit qu'elle va faciliter la détermination du mécanisme et de la quantification. Ça veut dire que fléco-transœsophagienne, quand on introduit la sonde à l'intérieur de l'œsophage, on est plus proche du cœur. Donc, on va avoir une qualité d'image meilleure et donc ça facilite la détermination du mécanisme parce que ce n'est pas toujours évident, le rhumatismal ou le dégénératif. Parfois, c'est difficile. Pour voir mieux la valve et pour une meilleure quantification, parfois, c'est l'indication d'échocardiographie transœsophagienne. Pourquoi on donne des antivitamines K à la valve mécanique? Parce que c'est une valve qui est faite de métal. Le métal, c'est un corps étranger. Le sang, quand il est en contact avec un corps étranger, d'emblée, il active la coagulation. On aura les thrombus. C'est pour cela. Allô? Vous entendez? Allô? Oui, monsieur, on vous entend. Allô? Vous entendez? Oui, oui. C'est pour cela que dans les valves biologiques, on attend 3 mois. Parce que quand on met la valve biologique, c'est un corps étranger. Mais après 3 mois, comme c'est du matériel biologique, elle sera recouverte par l'épithélium du patient lui-même. Donc, elle ne va pas devenir un corps étranger. Une fois passé les 3 mois, il n'y a plus d'indication de traitement antivitamique. Alors que le métal, il va rester métal. Il va toujours activer la coagulation. C'est pour ça qu'on va donner les antivitaminiques à vie pour toute valve mécanique. Pour toute valve mécanique, quelle que soit la position de on va donner un traitement antivitamique. Le examen complémentaire. Alors, le meilleur. Je suis le meilleur, mais je le meilleur. Le plus utilisé, c'est l'échocardiographie transthoracique. On a des difficultés. On peut s'aider d'échocardiographie transœsophagienne. Il y a toujours une discordance. On n'a pas pu trancher. Est-ce que c'est vers Meich, c'est vers Fléco? On va s'aider par l'expression invasive et la ventriculographie. Donc, quelle est la survie moyenne? Quelle est la survie moyenne en cas d'IM sévère, symptomatique avec fraction d'éjection inférieure à 30%? Mais ça dépend. Si le malade il reste plus ou moins, ça dépend de la réponse au traitement médical. S'il y a une bonne réponse au traitement médical, il y a quand même une espérance de vie qui est conservée. Si le malade, je vous donne un exemple, là, dans les valvulopathies, si le malade il est en décompensation cardiaque globale, c'est-à-dire qu'il fait pratiquement tout le temps des décompensations cardiaques globales gauche et droite, l'espérance de vie est inférieure à 6 mois. S'il fait des décompensations cardiaques gauche, l'espérance de vie habituellement est jusqu'à 2 ans. Mais si le malade il est bien compensé le traitement, parce que ça dépend, si vous avez une fraction d'éjection inférieure à 30%, quadricone, il est bien compensé de traitement médical. Et dans ce cas-là, il peut avoir une espérance de vie qui est plus ou moins correcte, s'il y a une bonne réponse au traitement médical. Et si le malade ne répond pas au traitement médical et qu'on arrive au traitement médical maximal, où le malade met l'idée de décompensation, dans ce cas-là, c'est une espérance de vie qui est très courte. Et on a des choses, les questions. Est-ce que. Bon. L'insuffisance mitrale minime évolue avec le temps. Bien sûr, l'insuffisance mitrale minime peut évoluer vers l'insuffisance mitrale sévère avec le temps. Ça dépend de l'étiologie. Ça dépend de l'étiologie et ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, il y a des malades qui restent avec une insuffisance mitrale minime ou la modérée à vie, rhumatismale et dégénérative. Comme ça peut évoluer rapidement, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça peut évoluer
comme elle peut rester très longtemps asymptomatique. Le point essentiel qu'il faut retenir, c'est que l'insuffisance mitrale est la pathologie valvulaire qui peut rester le plus longtemps asymptomatique par le biais des mécanismes de compensation, dilatation de l'ogive, dilatation de l'ogive. Les contre-indications à la chirurgie, les contre-indications qui est vous savez que qu'il y a ce qu'on appelle les scores, qu'il y a le score, qu'il y a le score et le ST. Ça fait pas partie du programme TACO, mais quand on va indiquer une indication, qu'il y a une indication chirurgicale à cœur ouvert, et les scores de risque, évaluer le risque chirurgical par le STS score et l'Euroscore. Donc, c'est le STS score et l'Euroscore avec la discussion multidisciplinaire, avec le réanimateur, avec le chirurgien, le cardiologue, etc., qui vont déterminer est-ce qu'il y a une contre-indication. Par exemple, si vous avez un malade âgé avec une insuffisance rénale sévère, par exemple, avec une insuffisance respiratoire, c'est d'emblée un patient qui est à très haut risque ou là une contre-indication formelle à la chirurgie. Donc, comme généralement, on va céder des scores de risque qui met l'Euroscore et STS score. L'interprétation. Oui, l'échocardiographie, bien sûr, l'échocardiographie est l'examen clé. L'interprétation de l'écho. L'interprétation de l'écho, c'est quoi? Donc, comme avec l'image. Donc, à l'état normal, on ne voit que le bleu. Si vous voyez cette mosaïque, ça veut dire que dans la couleur, d'emblée, il y a un flux qui est anormal. On voit la mosaïque, c'est le ventricule gauche. Et là, c'est l'oreiller. Donc, si vous avez un flux anormal qui passe du VG vers l'OG, ça, c'est une flux. Ou le flux anormal qui passe du VG vers l'OG. C'est l'insuffisance. Si vous avez un flux qui est inversé, donc là, c'est une sténose. C'est une sténose mitrale. Le flux anormal qui passe de l'OG vers le VG, c'est un obstacle. Le flux anormal qui passe du VG vers l'OG, c'est l'insuffisance mitrale. Le diagnostic est très facile. Hein. Chauffe le docteur, là 2 secondes, tu as le diagnostic. Il y a un flux anormal qui passe du VG vers l'OG. On a le diagnostic de cette étude. C'est une insuffisance mitrale. Ensuite, on va évaluer la surface de l'orifice. On va calculer la surface terre. C'est la perforation. Ça veut dire que la surface terre. Si la surface dépasse 40, c'est un critère en faveur d'une fuite sévère. Et on va calculer le volume régurgité. Si le volume dépasse 60, c'est en faveur d'une fuite qui est sévère. Dans ce cas-là, par exemple, ce n'est pas une fuite sévère. Volume 28, la surface est à 0,15. Donc, l'écho va donner le diagnostic de cette étude, le diagnostic de sévérité, est-ce qu'elle est sévère ou non. Elle va donner également le diagnostic éthologique, est-ce que c'est rhumatisme dégénératif, etc. Et on va voir également le retentissement. Est-ce que le VG est dilaté? Là, par exemple, le VG moche dilaté, moche très dilaté. Pratiquement l'oreillette gauche est aussi à pratiquement le même volume que le ventricule gauche. Ce n'est pas le ventricule gauche qui est dilaté. Par contre, l'oreillette gauche, elle est dilatée, elle est très dilatée. Donc, on peut voir une dilatation de l'oreillette gauche. On va évaluer le gauche, on va évaluer les pressions pulmonaires, est-ce que tout ça, on va l'évaluer à l'échocardiographie. Pourquoi la femme est une cible? C'est des données étiologiques. Donc, le cadre de l'explication, c'est des données étiologiques. Pourquoi la femme elle a beaucoup plus de dégénérescence myxoïde, plus de dégénérescence fibroélastique. Il y a une des explications histopathologiques, anatomopathologiques, mais c'est beaucoup plus des données étiologiques. On voit beaucoup plus de dégénérer la femme, et ce n'est pas une chose exacte. Une femme peut avoir une dégénérescence fibroélastique, mais la dégénérescence myxoïde est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. La dégénérescence fibroélastique est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Donc, le VG se dilate, l'insuffisance s'aggrave, donc le volume éjecté, c'est pas le même. Sauf la physiopathie, ferme bien la physiopathie. Le VG est dilaté, quand le VG se dilate, éjecté plus. Donc, il va compenser la fuite, malgré qu'on fuite un an, mais il va compenser parce qu'il a éjecté plus. Et en se dilatant, il va aggraver la fuite parce qu'en se dilatant, il va aggraver la fuite. Et quand il aggrave la fuite, il dilate pour qu'il éjecte encore plus, et ainsi de suite. Donc la dilatation du VG, c'est la conséquence
C'est un mécanisme de compensation et c'est un mécanisme délétère également. Non. Est-ce qu'on peut avoir des atteintes pulmonaires? Les atteintes pulmonaires, comme les pleurésies, les pneumopathies, etc. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une surcharge à ce niveau-là, une hyperpression, qu'il y a une surcharge à l'air, toute stagnation du sang va exposer à des infections. Toute stagnation du sang, parce que la bactérie, les virus, etc., vont stagner à ce niveau. Donc il y a un risque de surinfection à chaque fois qu'il y a une surcharge au niveau de la vascularisation pulmonaire. Il y a le risque. Également un risque d'épanchement pleural, parce que le liquide en excès, il cherche toujours une issue. Soit il va sortir vers les alvéoles, le système interstitiel est vers les alvéoles, comme il peut sortir vers la plèvre. Et on aura un épanchement pleural. Donc, l'épanchement pleural, on peut voir l'épanchement pleural et on peut voir également des surinfections pulmonaires. Ensuite, d'écouter le souffle d'insuffisance mitrale. Je vais écouter, je ne sais pas. Comment on va écouter? Comment on va écouter le souffle? L'insuffisance mitrale minime. Alors, l'insuffisance mitrale minime, il faut savoir que l'insuffisance mitrale minime est l'insuffisance mitrale dite physiologique. C'est-à-dire quand on fait le coup à tous les sujets, à toutes les personnes, il y a une forte chance de trouver chez plus de 50% une petite fuite, elle est dite physiologique. Quand est-ce qu'on va dire une fuite physiologique? Chauffe la valve normale, pilier normal, cordage normal, VG normal, OG normal, tout est normal. C'est une petite fuite, on va dire ça, une fuite qui est physiologique. Là, il faut l'oublier. Mais s'il s'agit d'une fuite minime, alors qu'il y a une atteinte de la valve, ou il y a une atteinte de cordage, ou il y a une atteinte de l'anneau, etc., dans ce cas-là, c'est une fuite qui peut s'aggraver. Dans ce cas-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, si normal, avec une petite fuite, c'est une fuite physiologique, mais s'il y a une petite fuite avec une atteinte de la valve, dans ce cas-là, on parle d'une fuite minime, mais qui est pathologique. Quelle est les fuites minimes physiologiques? Ok, les fuites minimes pathologiques qui peuvent s'aggraver. Est-ce qu'on peut avoir une hypertension artérielle? Non. Une hypertension artérielle comme complication de la dilatation du VG. Dans ce cas-là, la dilatation du VG, allez où le VG est dilaté, c'est pour compenser la fuite. Donc, il va éjecter le même volume dans l'aorte qu'à l'état normal. Il va se dilater. Pourquoi? Parce qu'il a une fuite. Il va se dilater parce que qu'il y a, par exemple, 20 ou la 30 ou la 40 qui vont fuiter vers l'oreillette gauche. Donc, il est obligé de se dilater pour éjecter plus. Mais la quantité éjectée dans l'aorte est la même. C'est pour cela qu'il n'y a pas de risque d'hypertension artérielle. En plus de l'hypertension artérielle dans la physiopathologie, on va faire également le cours sur l'HTA. C'est une pathologie qui est due beaucoup plus à l'augmentation des résistances. C'est pas l'augmentation du volume qui va entraîner une hypertension artérielle. Est-ce qu'on peut avoir un B4 à l'auscultation pendant l'insuffisance mitrale aiguë? Vous savez que dans la physiologie, la physiopathologie du B4, le B4 c'est un trouble de la relaxation, ou de la compliance. Ça veut dire que le remplissage, qui est le remplissage rapide, qui est le remplissage lent et le remplissage actif. Le B4 c'est un bruit de remplissage actif. Quand est-ce qu'on va entendre ça? Juste avant le remplissage actif. Le ventricule gauche, il se dilate un peu plus pour recevoir le son du remplissage actif, de la relaxation, de la compliance. Surtout les hypertrophies, surtout le rétrécissement aortique. Quand il y a une hypertrophie de la paroi ou une cardiopathie ischémique, le ventricule gauche ne peut pas se dilater encore plus juste avant le remplissage actif. Dans ce cas-là, on va entendre le B4. Calculer la fraction d'éjection. Comment on calcule la fraction d'éjection? Bien sûr, c'est un cours phlécocardiographie. Bien sûr, on ne va pas détailler ça. Comment on calcule la fraction d'éjection si elle est inférieure à 30 ou... C'est très facile, phlécocardiographie. Il y a des mesures phlécocardiographiques, il y a une découpe, etc. Des mesures où on va déterminer la fraction d'éjection.
Par exemple, la fraction d'éjection normale d'un sujet normal, elle est considérée comme normale si elle dépasse 50. 60, jusqu'à 60, elle est intermédiaire. Mais au-delà de 50, elle est dans tous les cas considérée comme étant plus ou moins normale. Mais dans l'insuffisance mitrale, la fraction d'éjection inférieure à 60 est considérée comme étant anormale. Parce que normalement, la fraction d'éjection s'élève à l'insuffisance mitrale parce que l'éjection est plus importante. Je n'ai pas compris le traitement chirurgical. Le remplacement ou l'alloplastie. Remplacement ou l'alloplastie. Ça veut dire qu'il y a deux types de chirurgie. Soit on va réparer ou la valve. Réparer ou la valve. Ça veut dire qu'on va laisser la même valve et on va la réparer. Soit on va mettre par exemple un anneau. Quand il y a une dilatation de l'anneau, on va mettre ce qu'on appelle annuloplastie. On va mettre un anneau prothétique autour de la valve et ça va régler l'affaire. S'il y a des perforations, par exemple, on peut suturer. Donc la plastie est possible pour le type 1 et pour le type 2. Alors que pour le type 3, quand la valve épaisse, rigide, calcifiée, etc., dans ce cas-là, il faut la remplacer. Il faut remplacer carrément la valve. On enlève la valve et on va mettre une nouvelle valve. Soit une valve biologique, une bioprothèse, soit une valve mécanique. Et je l'ai détaillé ça, quand est-ce qu'on va choisir une bioprothèse et quand est-ce qu'on va choisir une valve mécanique. C'est en fonction des avantages et des inconvénients de chacun. La bioprothèse, on évite le traitement antivitaminique après 3 mois, pardon. Mais le risque, c'est qu'elle va donc s'user après 8-15 ans maximum, il faut la changer. Donc on choisit ça beaucoup plus chez les sujets âgés dont l'espérance de vie est inférieure à 15 ans. La prothèse mécanique a une excellente, il n'y a pas de risque d'usure, une excellente durée de vie, pratiquement à vie, s'il n'y a pas de complications. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle nécessite un traitement antivitaminique. Je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a encore plus de questions, c'est beaucoup tardé. Je vous remercie. Donc on va essayer de faire le prochain cours. Je vais contacter ensuite le délégué. On va voir quand est-ce qu'on va faire le cours. Si vous avez encore des questions, vous les voyez chez le délégué. Je vais répondre à la prochaine séance. Si vous avez d'autres questions, donc vous contactez le délégué et je vais répondre à la section la prochaine séance. Voilà. Inch'Allah. Merci, professeur. Merci, professeur.